regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. La spiritualité. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Voilà. des vérités fausses ici. Le Terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit « ça, c'est mon territoire ». Et il dit « ça, c'est mon territoire ». Il délimite son territoire. Voilà la fin parfaite du générique d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et Dieu dit, le Congo c'est son territoire et il délimite son territoire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être connectés comme ça là à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Vous êtes nombreux à dire, Homéostasie, c'est vous qui encouragez les gens là-bas. Ce n'est pas homéostasie. Depuis longtemps, vous nous avez menés en bateau comme ça, là, on vous a cru. Jusqu'à ce que des vrais envoyés de Dieu viennent nous ouvrir les yeux et les écailles tombent de nos yeux maintenant. Nous vous découvrons tel que vous êtes. Maintenant, comment ne pas parler, comment ne pas commenter? Tenez, aujourd'hui, une fois de plus, le docteur Boris Mbota, récidiviste de son état, vient comme ça là détruire tout ce que le grand prophète William Marion Branham nous avait déjà légué depuis toujours. Ce dont parlent les docteurs Lys, les pasteurs Lys, je ne sais pas quoi, ce dont parlent les pasteurs Godam, les charismatiques, hein, comme les Paul le Kentuckien. Tout ça, Boris Mbota vient aujourd'hui nous démontrer par A plus B que c'est des faussetés en grande partie. William Marion Branham n'aime même pas le 7e messager. Par contre, comme un auxiliaire de police, William Marion Branham n'est qu'un auxiliaire de prophète. Et les gens sont choqués. C'est quoi cette histoire? C'est la vérité. Parce que quand la vérité arrive, elle remet les points sur les i. Elle renverse tout ce que le mensonge avait installé. Ne nous accusez pas. Accusez le docteur Boris Mbota parce qu'il vient encore aujourd'hui, après nous avoir révélé qu'avant William Marion Branham, il y avait eu un borgne envoyé spécial qui avait reçu le message. Et William Branham, en bon faussaire, n'avait fait que du plagiat. Et il n'osait même pas prononcer le nom de William Joseph Seymour. William Joseph Seymour. Nous n'avions jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que le docteur Boris Mbota vienne aujourd'hui réhabiliter l'homme. Est-ce que c'est mauvais de remettre la vérité sur ses bases? Quelqu'un a écrit « Homéostasie, il ne faut plus jamais recevoir docteur Boris Mbota ». C'est comme nous dire « Ne recevez plus jamais la vérité chez vous ». Est-ce qu'on peut fermer la porte à la vérité? Tenez, Calez-vous vient, parce qu'il vient encore aujourd'hui comme pour nous dire, poser une question tout à fait homéostasique. Nous avons cherché à remanier le thème. Mais le docteur Boris Mbota nous a dit qu'il faut que ce soit une question. Y a-t-il un lien évident entre William Marion Branham et le nuage du 28 février 1963? Voilà la problématique. Trêve de bavardage,
Docteur Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, est-ce que vous êtes sûr, vous êtes conscient que vous choquez les frères du message? Bon, mais évidemment, la vérité produit toujours cet effet-là, parce que quand la vérité vient, soit elle vous libère d'un emprisonnement, de l'ignorance, et soit elle vous plonge encore dans l'amnésie, parce que la vérité fait toujours ces deux choses, soit elle vous affranchit, soit elle vous fait subir les revers du choc, c'est-à-dire vous rentrez dans l'amnésie pour vous perdre encore davantage, et c'est toujours ce que la vérité fait, elle est comme une lumière. Lorsqu'elle apparaît, elle peut ouvrir les yeux à certains, et son intensité peut aussi faire en sorte que d'autres aussi puissent être encore aveuglés davantage. Ah, Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous êtes humble, il se révèle à vous. Docteur Boris Mbota est en train de nous révéler la vérité. Longtemps durant, nous avions cru que c'était William Marion Branham seul qui avait parlé des 7 âges de l'Église. Quelqu'un m'a écrit. Il dit, monsieur le journaliste, personne avant William Marion Branham n'avait parlé même un tout petit peu des 7 âges de l'Église. Il dit ça, je n'accepte pas. Il faut que Boris Mbota m'amène des preuves qu'avant William Branham, il y avait eu quelqu'un sur cette terre qui avait évoqué, même évoqué seulement les 7 âges de l'Église. Alors, docteur Boris Mbota, avant que vous n'entriez dans le sujet, est-ce que avant William Branham, quelque part dans le monde, on avait déjà entendu parler des 7 âges de l'Église, oui ou non? Bon, mais évidemment, nous l'avons démontré ici au cours des 2 émissions précédentes, que cette théorie-là des 7 âges de l'Église, c'est une théorie que William Branham a plagiée chez Clarence Larkin. Et non seulement Clarence Larkin, parce que William Branham jouait entre des théologiens, le plus gros de son message, c'est Clarence Larkin, mais des fois, il mettait aussi la main chez Thèse Roussel, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Et du coup, on retrouve la doctrine des Témoins de Jéhovah associée avec l'enseignement de Clarence Larkin, qui constitue la base du message de William Branham. C'est-à-dire ôter Clarence Larkin et Thèse Roussel du plan, du tableau, il n'y aura pas de message de Branham. Ah, ça ne sort pas de méostasie, la spiritualité des profondeurs. Donc, si jamais, depuis 1000 ans, nous avions pensé et cru avec certitude que personne d'autre n'avait évoqué les 7 âges de l'Église avant William Marion Branham, détrompons-nous, parce que la vérité démontrée ici par le docteur Boris Mbota est irréfutable, indestructible. Aucun homme de Dieu du message n'est venu ici dire le contraire. Parce que vous aviez dit aussi que beaucoup d'éléments que vous sortez ici sont connus des hommes de Dieu du message. Mais ils gardent ça par devers eux pour éviter les problèmes. Oui, évidemment. C'est des choses qui ne les surprennent pas. Parce que c'est des choses qu'ils ont juste gardées, mises sous la table. Pour que cela ne puisse pas leur causer un préjudice. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Mais il y en a aussi d'autres qui sont réellement sincères, qui pensaient qu'ils servaient réellement la vérité, mais qui, lorsqu'ils découvrent la vérité, ils sont choqués. Et d'autres sont aussi, en quelque sorte, un peu épinglés entre la prise de décision. Parce qu'ils se disent, bon, si je prends la décision... C'est pas facile de prendre la décision. C'est pas facile. Et j'apprécie au moins une déclaration de William Branham qui disait, lorsqu'il faut prendre position pour la vérité, c'est mieux de se retrouver même dans la rue avec un morceau de pain sec et de l'eau plate, que de troquer la vérité pour le luxe ou bien encore pour de l'argent, ainsi de suite. Donc, nos frères doivent prendre les responsabilités. Et ce soir, je crois que je suis ici pour aborder une thématique qui fait beaucoup polémique au niveau du monde du message. Et nous voulons aborder cette question sur le nuage du 28 février 1963. Avant d'aborder, parce que de manière pédagogique, on retient que, homme de Dieu, du message du temps de la fin, avec tout le respect que nous vous devons, avec tout le respect que vous doivent les fidèles. Mais si vous avez découvert un tant soit peu, une petite poussière quelque part, un grain dans l'engrenage, ayez le courage de le reconnaître. Pourquoi pas de faire asseoir tous les frères et sœurs que vous regardiez ensemble. Pourquoi vous masquez la vérité? Pourquoi vous cachez ça? Ce faisant, vous prenez une triple responsabilité des corps, des âmes et des esprits, de ceux qui croient en ce que vous dites, alors que vous savez que par devers vous,
il y a certaines choses dont la logique même vous échappe. Alors, docteur Boris Bouta, comme si vous n'aviez pas déjà trop assassiné les gens, vous revenez encore et vous dites aujourd'hui que vous êtes venu décortiquer la problématique du lien entre William Marion Branham et la nuée ou le nuage du 28 février 1963. C'est quoi encore cette histoire? Après, bien, les gens vont crier au scandale. Eh bien, comme je l'ai dit ici tantôt en introduction, que nous voulons aborder cette question qui fait polémique dans le monde du message de Branham, afin d'appeler les esprits avertis à faire face à leurs responsabilités en faisant preuve de discernement en vue de prendre la décision qui s'impose. Parce que nous avons la responsabilité, lorsque nous découvrons la vérité, comme le Seigneur l'a dit, ce que je vous dis en cachette, criez-le sur le toit. Et ici, nous sommes sur le toit pour crier, afin que ceux qui ont les oreilles ouvertes puissent être attirés et qu'ils puissent méditer et entrer en eux-mêmes pour réfléchir. Alors, la question ici, c'est celle de se poser, celle que nous nous posons au niveau de ce sujet, c'est s'il y a un lien évident entre le nuage du 28 février 1963 et la prétendue rencontre. Je dis prétendue. La prétendue rencontre. Je prends ça entre guillemets. La prétendue rencontre de William Branham avec cet ange lors de sa partie de chasse. Alors, pour dresser juste la toile de fond, j'aimerais rappeler ces faits pour ceux qui nous suivent présentement qui n'ont aucune idée là-dessus. On vous laisse le temps de leur parler. Alors, le 28 février 1963, aux États-Unis, un nuage a été photographié à 42 km d'altitude, au-dessus de Flagstaff, en Arizona. Et là, à un niveau où aucune vapeur d'eau ne peut être trouvée. Et ce dernier y resta pendant environ 28 minutes avant de disparaître dans le ciel. Et c'était un événement qui était réel. Et ce nuage a été alors photographié par des observatoires géants qui ont trouvé quelque chose de suspect. Il faisait déjà complètement sombre. Et comment un nuage lumineux très haut dans le ciel, là où aucun nuage naturel ne peut se former, ça n'a fait qu'attirer l'attention des hommes de science et ainsi de suite qui se sont interrogés. Et jusqu'à ce qu'on a eu à publier cet événement ou cette photographie dans les magazines, dans plusieurs magazines, tels que Science Magazine. On peut nous balancer les deux premières photos qui sont là. Science Magazine a publié cette photographie et puis suivi des lives. Là, c'est Science Magazine qui Science Magazine. Le 19 avril. Et là, c'est le nuage dont vous parlez. Voilà le nuage dont nous parlons. Et il y a aussi une deuxième photo qui est publiée qu'on peut nous balancer. Voilà, là, c'est Life Magazine. Et lorsque ces deux photos sont publiées, les hommes de science s'interrogent sur la nature de ces deux photos. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils se demandent qu'est-ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question? Parce que c'est quand même un événement qui défie les compétences des hommes de science. C'est étrange. Voilà, un nuage naturel ne peut pas se former à 40 quelques kilomètres d'altitude. Ce n'est pas possible. Alors, maintenant là, puisque nous avons cet événement qui a été photographié, alors j'aimerais alors ici appeler d'abord William Branham. Que William Branham nous dise ce qu'il en est, quel est le rapport qu'il y a entre lui et ce nuage qui a été photographié. Et partons alors de là, nous allons alors examiner avec lui-même si ses propos sont dignes de confiance, si on pourra se répondre à plusieurs questions qui pourront être suscitées ici, qui font aujourd'hui polémique au niveau du monde du message, parce que pendant que je parle ici, tous les croyants du message de Branham savent qu'aujourd'hui, ce nuage-là pose des sérieux problèmes. Alors, William Branham, je vais commencer à le lire. L'événement a eu lieu en 1963. William Branham, je prends une de ses citations, prêchée dans C'est le lever du soleil du 18 avril 65, paragraphes 9 et 10. Nous sommes en 65, la dernière année de sa vie. Il parle de cet événement, il dit ceci. Par la suite, les anges sont apparus comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs. Un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs. À une altitude de 30 miles, c'est-à-dire 48 km. Autour du cercle, il y avait comme des ailes des anges. Et il y était tracé dans les cieux la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui était apparue. Au paragraphe 10, il dit, la science en a pris la photo depuis tout là-bas au Mexique, alors que cela s'est déplacé au nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 40 miles, c'est-à-dire 65 km au nord de Tucson. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. Alors, ça c'est Branham qui déclare.
il établit un lien absolu entre lui et ces nuages. Il était là, et les nuages, les anges étaient venus vers lui selon une vision qu'il avait reçue. Et quand les anges l'ont commissionné, ensuite les anges, en les quittant, pendant qu'ils sont en train de monter, ils vont se transformer en une brume et ils vont monter très haut dans le ciel. Alors les observateurs géants vont alors les photographier. Ça, c'est la version de William Branham. Or, cette version seulement, lorsqu'on va avancer plus loin, quand les amis du message vont se rendre compte de l'impasse, certains vont commencer à nier le fait que William Branham ait déclaré qu'il était témoin oculaire de la montée de ces nuages. Alors, donc, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Prêcher le 27, 11e mois, 65. Le paragraphe 75, je lis William Branham qui dit « Là, j'ai observé cela jusqu'à ce que ce cercle ait monté, s'est mis à tournoyer et s'est transformé en une sorte de lumière mystique comme de la brume. » Et au paragraphe 77, il ajoute « Pendant que cela s'élevait, je ne savais pas, les observatoires et tout, jusqu'au Mexique, photographiaient cela. Le magazine Life en a publié la photo prise pendant que cela s'élevait et beaucoup d'entre vous, voilà le magazine Life avec la photo de cela. » Donc Branham présente le magazine que nous avons vu tout à l'heure, que nous avons projeté au début. Il dit que cela résulte de la rencontre qu'il a eue avec ces êtres ou ces anges. Et toujours pour prouver que William Branham atteste bel et bien que les anges sont partis et sont devenus la nuée devant lui avant de se faire photographier, Branham ajoute encore dans la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 65, paragraphe 84, il dit ceci. Ensuite, quand cela s'est élevé, les grands observatoires, tous là-bas en Californie jusqu'au Mexique, au-dessus de Tucson et partout, ils en ont pris la photo. C'était mystérieux à voir. Frère Fred Saltman, qui est là, assis juste là, et moi et frère Jen Norman, nous étions là présents quand ça s'est élevé, ils ont pris cette photo. Mais ils ne savent toujours pas ce qu'il en est. Donc ça, c'est Branham qui se présente comme étant le témoin oculaire de cet événement. Lui et ses deux autres frères. Donc si on peut récapituler un peu la pensée de William Branham. William Branham, premièrement, il avait une vision le 22 décembre, selon ses dires, 1962. Et cette vision, Branham le rapporte la première fois le 23 décembre 1962. Il les rapporte à l'église de Branham Tabernacle qui était son église. Et quand il rapporte cette vision dans la prédication, l'opprobre à cause de la parole, prêché le 23 décembre 62, que certains pasteurs branhamistes n'aiment pas lire parce qu'ils vont découvrir quelque chose, Branham annonce au paragraphe 24 ce qui suit. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passé, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges. Et Branham parle de 5 anges qu'il a vu venir dans la vision. C'est la vision qui, paraît-il, va s'accomplir plus tard, que nous allons voir. Il dit 5 anges à une vitesse vertigineuse que je n'ai jamais vue, les plus puissants que j'ai jamais vus de ma vie, sous forme de pyramide. 2 de chaque côté et 1 au sommet. Donc là déjà, quelqu'un ne pourra pas dire non, c'était un lapsus, il voulait dire 7, parce qu'il a précisé le détail, 2 de chaque côté, 1 au sommet. Et pour lui, ça formait une pyramide. Déjà, ça pose un problème. Et quand on regarde la définition d'une pyramide, on ne peut pas parler d'une pyramide dans ce cas. Alors, William Branham attendait en quelque sorte la visitation de 5 anges. Ça, c'est ce qu'il a dit le 23 décembre 62. Une semaine plus tard, donc le 30 décembre 62, William Branham explique la même vision qu'il a eu à prêcher déjà une semaine avant. Le 30 décembre, il explique donc « Monsieur S, c'est le signe de la fin », au paragraphe, à la page 47, il dit « Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air aussi haut que ce bâtiment et cette constellation d'anges, c'est 7 anges en forme de pyramide. » Et là, on passe de 5 anges à 7 anges pour la même vision. Ce n'est pas une autre vision. C'est la même vision qu'il rapporte. Alors, donc déjà ici, on comprend que Branham dit avoir été témoin oculaire, lui et ses 2 frères, de la formation du nuage, Jen Norman et Fred Saltman, de l'élévation des anges formant en quelque sorte une brume, et que cela arriva lors de leur partie de chasse. Ils étaient une partie de chasse, que cette expérience est arrivée. Et ensuite, il fut instruit à retourner à Jeffersonville pour prêcher sur les 7 sceaux. Les 7 sceaux que nous rappelons en passant qui ont été plagiés chez Clarence Larkin, qui n'ont pas été apportés par des anges. Et en plus de cela, Branham rapporte que les anges l'ont quitté et pendant que les anges montaient, les observatoires géants
ont photographié. Ensuite, la photo a été publiée dans le magazine Life du 17 mai 63. Maintenant là, prenons le témoignage de Billy Paul. À quel moment se passe alors, à quel moment se trouve alors la polémique dans cette histoire? Parce que jusqu'ici, pour un esprit qui n'est pas averti, il pourrait se dire non, mais là je ne vois pas un problème. Je ne vois pas de problème. Monsieur rapporte une histoire. Nous aussi, nous pensons oui. Il a rapporté une expérience vécue. Il aurait rencontré des anges. En présence, il était accompagné de 2 frères. Ces anges sont montés, sont devenus une nuée qui a été photographiée le 28 février 63. Mais où se trouve le problème? Où se trouve le problème? Voilà. Alors, nous prenons en premier lieu le témoignage de l'un de ses fils, Billy Paul Branham. Le premier fils de Branham, qui va nous dire quelque chose d'important. Il va le dire dans le préface du livre sur les 7 sceaux. Il va nous parler de l'événement. Il dit ceci. Le 30 décembre 1962, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana, Frère Branham a prêché un message intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Dans ce message, il raconte une vision où il avait reçu l'ordre d'aller s'établir à Tucson, en Arizona, avec sa famille. La vision prédisait une explosion dont la secousse serait tellement violente qu'elle ébranlerait le pays tout entier. Cette vision s'est accomplie le 28 février 1963, alors qu'à 60 km du nord de Tucson, Frère Branham a été élevé dans une constellation de 7 anges. Il lui a alors été dit de retourner à son église de Jeffersonville où le mystère de 7 sceaux lui serait révélé. Donc là, Branham et son fils Billy Paul nous attestent que la vision rapportée par son père le 30 décembre 62 s'est accomplie le 28 février 1963, pendant que son père était à 60 km de Tucson et qu'il a été élevé dans une constellation d'anges. Ensuite, il a reçu la commission d'aller ouvrir le sceau. Nous prenons le deuxième témoignage et puis on va dégager là où se trouve le problème. C'est ce que nous attendons. Le deuxième témoignage, il est de Voice of God Recording, c'est-à-dire la voix de Dieu qui s'occupe de la traduction des brochures, dont Joseph Branham, son fils héritier qui serait prétendument prophète après son père, on est le directeur. Alors, ils vont mentionner ceci quand ils publient cette photo du nuage, ils la font accompagner de cette mention. Il dit ceci. Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham. Ça, je le rappelle encore en passant que jusqu'en 1963, Branham disait qu'il ne croit, les anges n'ont pas des ailes. Mais pour les besoins de la cause en 63, il fallait mettre des ailes aux anges pour justifier cette fraude qui va s'annoncer. Détail très important. Alors, il dit... ce nuage surnaturel a été formé par les ailes de 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture de 7 sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff en Arizona le 28 février 1963 au coucher du soleil. Cette photo apparaît pour la première fois dans le magazine Life du 17 mai 1963. Alors, maintenant, partons alors de là. Nous avons un autre témoignage qu'on peut juste épingler en passant dans le documentaire Le prophète du XXe siècle, qui va donner un élément important en disant ceci. Le 28 février 1963, la vision se réalisa dans le désert de l'Arizona, tandis que William Marion Branham était en tournée de chasse. On retient des mots-clés. L'événement, la rencontre avec les anges, a eu lieu le 28 février 1963, puisque c'est la date à laquelle la photographie a été faite. Donc évidemment, cette rencontre ne peut avoir lieu qu'en cette date, probablement. Et il a précisé que pendant que William Branham était à une partie de chasse. Maintenant, le problème commence. On rentre maintenant dans la zone problématique. Des tumultes ou encore la zone problématique. La zone de turbulence. Bien. Ici, il faudra que nos amis pasteurs de Branham, du message de Branham... On vous laisse leur parler, on ne vous gêne pas parce que les gens nous accusent de trop parler. On vous laisse faire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Qu'ils prennent alors les responsabilités à bras le corps. Parce que là, sur cette question, il y en a qui disent non, Branham n'était pas à la chasse. D'autres non, il était là. D'autres non, c'était une vision. D'autres non, c'était à telle date. D'autres non, Branham n'a jamais dit qu'il était témoin, il avait vu le nuage. Et ils entretiennent une gamme de confusion hors pair. On doit rappeler un élément important sur l'agenda de William Branham par rapport à l'événement dont il s'est rattaché sur le nuage qui a été photographié. Et on va démontrer les sources que nos amis aussi connaissent très bien.
Alors, la saison d'abord de chasse devrait s'étendre, la saison de chasse à laquelle Branham devait se rendre ou participer, qui devait déboucher, qui aurait débouché à son expérience, était prévue de débuter du 1er au 10 mars 1963. Donc, c'était une période bien précise où on ouvrait la chasse. Et ensuite, à partir de 10, la chasse était fermée. Donc, on ne pouvait chasser ni avant le 1er mars, ni après le 10 mars. À moins d'être un braconnier ou quelqu'un qui se fout de la loi. Alors, Branham avait aussi prévu d'aller chasser le jour de l'ouverture de la saison. C'était dans son programme, il va nous le dire lui-même. Mais son programme fut modifié lorsqu'il reçut un télégramme venant d'une femme du Texas. Et cette femme le suppliait de venir à Houston, demander clémence à la cour de justice pour son fils qui encourait la peine de condamner de mort pour ses crimes. Alors, ayant déjà lu au sujet de cette question dans les journaux, Branham s'est dit, mais tiens, si je ne vais pas pour répondre à cet appel, je me sentirais un peu comme responsable avec une mort de la conscience. Je ne pourrais plus aller à la chasse comme j'avais prévu. Il faut d'abord que j'aille répondre à ces problèmes. Il faut que j'aille vraiment faire ce que je peux. Alors, William Branham va reporter son voyage de chasse et programmer un voyage rapide pour la ville d'Houston. Et ça, déjà, quand on entend le mot Houston, déjà, pour les branhamistes avertis, c'est déjà un choc. Pourquoi? Il appela alors le pasteur de la ville d'Houston, puisqu'il avait promis que quand il descendra dans la ville, il ira aussi prêcher chez lui. Et Branham va lui-même nous signifier cet élément important. Et on va épingler là où se trouve le problème. Donc, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher le 27, 11e mois 65, Branham explique. Il dit ceci au paragraphe 61 et 62. Et Raymond Orchestra m'avait déjà écrit plusieurs fois, mais vous savez là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec McAnally et les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Paragraphe 62. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston, j'ai tenu la réunion. Et au paragraphe 63, il dit, ainsi donc, en rentrant, je suis allé à la montagne. Donc là, on comprend Branham qui expose son timing. Il dit, je devais aller à la chasse en début de saison, je ne suis pas allé. J'ai annulé le programme pour aller répondre à ses besoins, à l'appel de cette dame. Et c'est en rentrant du voyage d'Houston que je suis allé à la montagne. Et puisqu'il faut 2 témoignages au moins, parce que peut-être d'autres diront non, mais écoutez, il y a une seule déclaration comme ça, ne peut pas faire le poids. Il faut qu'il y ait 2 témoins au moins pour soutenir une affaire. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65. Branham parle de la même chose. Il dit ceci au paragraphe 134 et 135. Il dit, je devrais partir à la chasse avec un ami. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'emmenait dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Paragraphe 135, il dit, ensuite, nous sommes repartis, je suis monté sur la montagne pour chasser. Et là déjà, ça commence à chauffer. Ces 2 dernières citations que nous venons de lire viennent de prouver que Branham est allé à la chasse après son voyage d'Houston. C'est clair. On le dit très bien, on a lu tous ensemble. Branham est allé à la chasse après son voyage d'Houston. Donc, en effet, ce fut un dimanche 3 mars, et on va donner les évidences ici. Un dimanche 3 mars 1963, que Branham et son fils Billy Paul roulèrent jusqu'à Houston, au Texas, pour répondre de cette affaire. Le lundi 4 mars 1963, Branham fit son intervention à la Cour suprême, ou à la Cour de justice de cette ville, et le soir du même jour, il prêcha un sermon intitulé « Un absolu ». Le soir du même jour, il prêcha un sermon intitulé « Un absolu » au City Auditorium, et ensuite il est reparti chez lui immédiatement après le service. Maintenant, voici ce que Branham va dire à l'introduction de ce sermon qu'il a prêché à Houston. Puisque nous retenons bien, il faudra que, parce que tout le nœud du problème se trouve là. Branham est à Houston, il se rend d'abord à Houston avant d'aller à la chasse, n'est-ce pas? C'est clair. Et il va prêcher un absolu. C'est prêché quand? Ils ont des brochures, ils ont des moteurs de recherche qu'ils vérifient. Un absolu prêché lundi le 4 mars 1963, soir à Houston, Texas, USA.
Et là, au premier paragraphe, Branham explique pourquoi il est dans cette ville-là. Il dit, merci frère Ichishon, bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Cela fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là, ce soir, écoutant chacun de ces prédicateurs. Et l'autre jour, quand j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit, je savais que ces enfants avaient la mort devant eux. Je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me le pardonnerai jamais de n'être pas venu ici pour donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour leur sauver la vie. Tout ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Branham est à Houston le 4 mars 1963 et la preuve est là, l'évidence est là. Et non seulement cela, nous avons aussi le témoignage de sa fille, Becky, qui va nous relater tout ça là. Donc, on peut nous balancer le troisième élément. Dans le troisième élément, Becky va en quelque sorte étaler l'agenda de son père. C'est la fille de William Marion Branham. La fille de William Branham, qui va étaler l'agenda de son père. Voilà. Et quand elle va étaler l'agenda de son père, elle va nous expliquer tous les timings du programme que son père avait eu sur le chemin du Sunset. Et dans ce témoignage, malheureusement, Becky relate un fait très important. Et le fait, c'est lequel? Becky soutient, comme Branham l'a dit ici, que William Branham était le 4 mars à Houston. Il a tenu une réunion et après là, il est reparti à Jeffersonville. Et après Jeffersonville, tout le programme est là étalé, le document est là. Et lorsqu'elle est repartie, et Branham est reparti, c'est pratiquement le 6 mars que Branham va alors charger sa camionnette pour aller à la chasse. Alors, où se trouve le problème? Évidemment, où se trouve le problème? Tout est normal. En considérant le rapport des faits, nous nous rendons compte d'une chose. La chose est laquelle? C'est que William Branham n'était pas à la chasse à la date du 28 février 1963, date à laquelle fut photographié le nuage publié le 17 mai 1963 dans le magazine Life. Et ça, c'est ce que les branhamistes n'aiment pas entendre. Ça pose problème. Ça pose un sérieux problème. Donc, William Branham s'est dit, il a rencontré des anges à une partie de chasse. Ces anges sont montés et quand ils sont arrivés dans les airs, on les a photographiés. Or, les photographies dont il fait allusion ont été faites le 28 février 1963, date à laquelle la chasse n'était pas encore ouverte. Pas du tout. Et secondo, Branham, qui devait aller chasser au début de la saison de chasse, avait reporté sa chasse pour aller d'abord à Houston. Et ensuite, c'est d'Houston, après le retour du voyage d'Houston, qu'il va se rendre sur la montagne pour aller chasser. Alors, donc, face à cela, ainsi, nous avons un dilemme de taille. Énorme comme ça. Voilà, il y a au moins 3 questions qui peuvent déjà se poser. On vous écoute. Les 3 questions qui peuvent se poser sont lesquelles? Premièrement, comment le nuage a-t-il pu être formé par les ailes de cet ange qui ont parlé à Branham sur la montagne, alors que le nuage est apparu plusieurs jours avant qu'il soit sur la montagne pour chasser en compagnie de ses 2 amis? Ça, c'est la première question. Et là, les branhamistes n'aiment pas ça. Quand vous leur posez cette question, ils se mettent à vous insulter. Comment? Et la deuxième question, c'est celle-ci. Comment Branham et ses amis pouvaient-ils être des témoins oculaires de l'apparition de ce nuage, alors que le dit nuage est apparu plusieurs jours avant qu'ils aillent à leur tournée de chasse, et surtout qu'il est allé chasser après son retour d'Houston, soit après le 4 mars. Branham est allé chasser au-delà du 4 mars. Le nuage est déjà photographié le 28 février. Donc, pendant que Branham va à sa partie de chasse, le nuage a déjà été photographié. Mais Branham n'en avait pas connaissance parce que... Et il avait déjà disparu. Il avait déjà disparu. Et la troisième question est celle-ci. Comment Branham pouvait être en dessous? Parce que quand il rapporte, il dit, quand le nuage là montait, moi je me tenais juste au-dessous du nuage. Donc quand vous voyez le nuage en haut, moi je suis juste là en dessous. Ça c'est un problème. Comment Branham pouvait-il être en dessous d'un nuage qui est apparu au-dessus de Flagstaff? Et soit à 300 km de l'endroit où il était censé être en tournée de chasse. Donc la distance entre Flagstaff et le Sunset Mountain, là où Branham devait être en partie de chasse, faire sa chasse, est de plus de 320 km. C'est pratiquement la distance, même mon ami Ebala Kenneth le sait. Il sait que la distance, par exemple, Flagstaff et Sunset, c'est la même distance Paris-Bruxelles, pratiquement. Alors, Branham ne pouvait pas se dire être au-dessus de ces nuages.
Maintenant, on peut alors se poser la question, puisqu'on a déjà posé toutes ces questions, il est déjà évident. Et ça, le pasteur n'aime pas entendre cette question. Les pasteurs, du Je message, vous dis sincèrement, ils n'aiment pas ça. les brebis tels qu'ils sont là, ils m'écoutent, qu'ils aillent poser la question à leurs pasteurs, en leur disant, est-ce que Frère Branham est-il allé à Houston, prêcher à Houston, avant d'aller à la partie de chasse, dont il a fait son expérience de rencontre avec les anges. Et je crois que s'il n'est pas trop courageux, s'il maîtrise déjà le dossier, il pourra dire, écoute toi, je ne vais plus jamais te voir ici. Donc il peut même vous chasser de l'église. Parce qu'il se dit déjà, vous commencez à vous approcher de la vérité, vous devenez dangereux pour les autres. Donc il faut déjà vous mettre à l'écart. Soit on vous dira, on dirait que vous avez écouté Mbota, ou quelque chose comme ça. On vous fout dehors. On vous menace et on vous jette dehors. Voilà. Et on vous diabolise en même temps. Avec toutes les menaces possibles, comme quoi, si tu quittes là, tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas mourir, tu sais. Et on te raconte tout genre d'histoires pour t'intimider et te garder lié, même si tes yeux sont ouverts à une vérité. Alors, il faudra maintenant, puisque il est déjà prouvé ici que le nuage n'a pas de rapport avec la partie de chasse de William Branham. Aucun rapport. Aucun rapport. Parce Normalement. que les deux événements sont des événements qui se sont déroulés dans deux temps différents. Et William Branham va alors vouloir s'approprier un événement qui n'avait pas de rapport avec sa partie de chasse pour vouloir se l'attribuer. Maintenant, on peut répondre alors à une question. Lorsqu'on résout certains problèmes, on aime ça. Vous posez des questions vous-même, vous répondez. Voilà. Ça nous facilite les choses. La question à laquelle nous pouvons nous poser alors, c'est celle de savoir qu'est-ce qui a causé ces nuages à cette altitude et qui a fait que William Branham s'en approprie. La question, c'est maintenant celle-là. Une très grande question. Voilà. Si le nuage n'a pas été formé par les ailes des anges. Ah oui, peut-être bien que... Oui, mais alors, d'où venaient ces nuages? On va y répondre. On va porter alors la connaissance de tout le monde, et nombreux le savent déjà, que le 28 février 1963, pratiquement à 14h48, une fusée Thor Agena D a été lancée dans l'espace depuis la base militaire Air Force de Van Bergen, en Californie, aux États-Unis. Alors, lorsque cette fusée est lancée, puisque chaque 28 février, ils lançaient des fusées de ce genre, maintenant c'était le premier type de fusée où la pression a été augmentée, pratiquement doublée. Alors, c'est quelques minutes après que la fusée a commencé à dévier de sa trajectoire. C'est une fusée qu'on n'arrivait plus à contrôler, la trajectoire, la fusée commençait à dévier de sa trajectoire. On s'est dit non, c'est un danger, puisqu'il y avait un réchauffement anormal, et alors la base va alors décider de détruire volontairement cette fusée. Est-ce que vous voyez? Décider de détruire volontairement cette fusée, et cette dernière se trouvait déjà dans la stratosphère à plus de 40 km du sol. Alors, la base va alors envoyer une missile Nike qui va alors détruire cette fusée en haute altitude. Cette fusée en haute altitude. Et lorsque la fusée va être détruite, le vent de la stratosphère soufflant à une vitesse de près de 180 km à l'heure, de l'ouest à l'est, on peut le vérifier, va alors pousser ce nuage dû à l'explosion et à l'échappement de l'ergol pendant près de 3 heures, et au coucher du soleil, le nuage noctilescent, c'est-à-dire un nuage qui est très élevé, de telle sorte que le coucher du soleil, les rayons solaires, les derniers rayons, peuvent frapper ce nuage, et ceux qui sont déjà dans l'obscurité peuvent voir que le nuage est éclairé. Est lumineux. Il est lumineux parce que il est très élevé et qu'il y a des rayons solaires qui peuvent le frapper. Alors, ce nuage est resté illuminé pendant quelques temps. Il pouvait alors être vu du public. Et lorsque William Branham va parler de sa prétendue rencontre avec les 7 anges, c'est-à-dire même prétendue rencontre, parce que là déjà ça pose un sérieux problème. Un sérieux problème. Lorsqu'il va parler de ce fait, durant tout le temps qu'il a eu à prêcher sur les 7 sceaux, William Branham ne fait pas mention de ce nuage durant le sermon des 7 sceaux. Et j'aimerais, puisque une image parle mieux que 10 000 mots, j'aimerais qu'on nous balance l'extrait vidéo ici de quelques minutes pour qu'on explique un peu ce qui s'est passé le 28 février et qui a été à l'origine de ce nuage. Qu'on nous balance cet extrait vidéo qui est déjà là en programme. Mieux vaut l'extrait vidéo pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'était passé réellement le 28 février 1963 pour que nous décryptions la vérité et que nous puissions ou ne pas la reconnaître dans le phénomène. Rudel Goma.
spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Nous sommes homéostasiés par cette vérité et nous sommes, comme qui dirait, sans voix. Parce que longtemps durant, nous avons cru que le prophète William Marion Branham était dans une partie de chasse. Quand des anges sont apparus, ou se sont élevés, ou un nuage s'est formé, tout ce que le docteur Boris Mbouta vient détruire aujourd'hui. Et il se trouve qu'il n'y avait rien d'ange, il n'y avait rien de spirituel, c'était une fusée qui, déviant de sa trajectoire, avait été comme ça là, pulvérisée par un missile lancé par mesure de sécurité, et le nuage a été poussé par les vents, et il est arrivé au-dessus de là où se trouvait le prophète, Non, même pas. même pas là où il se trouvait, il en a entendu parler, et bien paf, il a bondi sur la situation, comme ça ressemblait un peu à la capuche de Jésus, surtout qu'il n'en portait pas, et on nous a fait croire que c'était le Seigneur de gloire, ou bien que c'était des anges, ou bien que c'était une pyramide, ou c'était quoi d'autre. Mais docteur Boris Mbouta, nous n'aimons pas trop le fait que vous veniez comme ça là briser la foi des gens. Vous savez, quand les gens sont bien dans leur foi, nous croyons au dernier des prophètes, William Marion Branham, et nous savons même qu'il est infaillible. Ce qu'il dit, lui, vient de Dieu. Et c'est la vérité. Mais vous venez comme pour traiter de menteur le prophète de Dieu. Vous oubliez même que il y a des adorateurs de William Marion Branham comme étant lui-même Jésus, lui-même Dieu. C'est quoi cette manière-là de venir détruire comme ça là, un saint homme? Hein? Est-ce que vous êtes jaloux de l'aura du prophète? Est-ce que vous êtes jaloux de la révélation des 7 sceaux? Est-ce que vous êtes jaloux de la révélation des 7 âges de l'Église? Est-ce que vous voulez devenir grand prophète en détruisant le grand prophète et pour prendre sa place? Il vous reste 5 minutes pour expliquer au peuple de Dieu le bien fondé de cette destruction que vous avez faite aujourd'hui de leur foi, de notre foi, de la vérité sur ce nuage-là jusqu'à ce que vous arriviez. Nous pensions, nous nous cramponnions dessus, nous étions sûrs que c'était formé par des anges. Mais vous êtes venus démontrer scientifiquement la supercherie. Ça nous afflige en même temps. Ça nous fait très mal. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous n'avons pas beaucoup parlé. Après, on va dire non, homéostasie. Non, ce n'est pas homéostasie, c'est le docteur Boris Mbouta. Alors, docteur Boris, vous avez 5 minutes pour vous justifier et pour dire ce qui manque encore pour qu'on atterrisse. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a suivi les images qui ont expliqué mieux ce qui s'est passé ce jour-là. Les images parlent d'elles-mêmes. Parlent d'elles-mêmes, ce qui s'est passé ce jour-là. Et nous allons encore compléter un élément. On peut nous balancer l'autre image qui suit. C'est juste l'information scientifique, la version scientifique de ce nuage. Donc, parce qu'il y a une version scientifique. Si on peut l'agrandir pour... on zoome un peu la version scientifique de ce nuage. Voilà. Et toutefois, tous ces documents-là, tous ceux qui voudront l'avoir pourront me contacter par mon numéro. Ah oui, je pourrais parce que justement, on a pris le soin de montrer votre numéro avec votre nom, voilà. Parce que nous sommes trop dérangés. Il faut qu'on vous dérange vous-même. Voilà. Ça, c'est la version Ridel Goma, on zoome encore un peu plus si c'est possible. De cet événement qui a eu lieu le 28 février. Ils expliquent réellement qu'est-ce qui s'est passé. De manière scientifique. Scientifique. Qui avait une physique. Tout ce que nous avons dit là est expliqué là. Avec les références et le lien, tout le monde peut entrer dans ce site-là, vérifier les informations et puis il sera rassuré que réellement le 28 février, il y a eu cet événement qui n'a rien à voir avec William Branham. Et ensuite, on peut encore ajouter une autre carte pour que nous voyons la progression, puisqu'on a dit que le nuage a été... L'image qui suit, est-ce qu'on peut nous l'emmener? C'est la carte. Le nuage a été détruit. Bon, là c'est l'attestation de chasse, c'est-à-dire le document qui existe jusqu'aujourd'hui qui atteste que la partie de chasse à laquelle Branham avait participé partait du 1er au 10 mars. Comme vous venez de le dire. Le document est là. On peut le faire passer. On a besoin d'une autre image qui est là. Autre image? Voilà. Oui. Regardez cette image. Cette image nous ressort au moins 3 photographies des 3 progressions de ce nuage. De ce nuage, au fur et à mesure que ça se déplace. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le nuage suit une trajectoire précise. Vous voyez les points rouges, c'est les points où les photographies là ont été faites. Et les heures.
Donc Wow. à 18h, tant de minutes, le nuage se trouvait au ciel tel endroit. de tel endroit, et à 18h15 à tel endroit, et à 18h20 à tel endroit. tel Donc, endroit. le nuage suit une évolution progressive suivant le mouvement du vent. Or, par rapport à cette image, à cette cartographie, William Branham devrait alors être à la chasse plus au sud, pratiquement, comme il a dit. Attendez, il n'était même pas dans la Non, trajectoire. il n'était même pas là-bas. Quand Autrement que dit, il j'étais n'a en jamais Flagstaff, vu ça de ses propres il yeux. n'a jamais été même dans le lieu où, au-dessous du lieu où le nuage était photographié. Il Parce était que c'est très loin de là. Très très loin de là. Regardez un peu On l'image. vous écoute. Donc vous voyez bien la La trajectoire. trajectoire est bien Les indiquée. photographies sont faites en fonction du temps. Ils ont ça dans le journal, ils peuvent agrandir, ils peuvent m'écrire, je vais leur envoyer ce document. Et William Branham devait être une semaine plus tard au-dessous, très loin, à 320 km du lieu où le nuage s'est déplacé. Carrément Et en au plus- sud. Et en plus de cela, ce nuage ne s'est jamais élevé du sol. Il n'a jamais été vu à une altitude plus basse que 42 km. Ah. Il s'est déplacé juste à l'altitude où la fusée a été détruite. Détruite. Et c'est l'ergol, qui est la substance liquide qui sert en quelque sorte de combustible ou encore de carburant à ce fusée, qui, étant sous l'effet de l'explosion, va alors nous générer ce nuage-là, qui n'avait rien à voir avec lui. Rien Donc, à voir avec des anges. absolument rien. Maintenant, regardez William Branham. Puisque quand il parle des sceaux, durant tout l'enseignement qu'il a eu enseigné sur le sceau, Branham parle de la constellation de 7 anges qui auraient formé une pyramide, mais Branham ne fait jamais mention d'une certaine nuée qui s'est formée devant lui par les aides des anges. Il n'en fait pas mention. C'est après qu'un frère lui a présenté la photographie du journal que William Branham va alors donner son premier avis. Écoutez, la toute première fois que Branham rencontre cette photo, qu'est-ce que Branham va dire à propos de la photo dont il s'est accaparé plus tard? C'est très important, Donc, cette première impression. Cette première réaction. Viens, suis-moi. Prêché le 1er juin 1963 au paragraphe 7. Il dit ceci. Avez-vous remarqué ceci? Et aussitôt que j'ai regardé là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même, sur cette photo. Voyez-vous? J'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment, le même environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Ça c'est Branham. Il dit que lorsqu'il a regardé la photo, 2 jours avant, voilà, un ou deux jours après. Donc Branham ne se place pas comme témoin oculaire de l'événement. Donc pour lui, ça s'est passé 1 ou 2 jours avant qu'il ait été là, 1 ou 2 jours après qu'il ait été là. Ça c'est la première déclaration que William Branham fait. Et cette déclaration va devenir évolutive avec le temps. Branham va commencer à faire évoluer la déclaration jusqu'à ce qu'il s'incorpore. Jusqu'à ce qu'en 1965, ils prennent le visage de la peinture d'Hoffmann. Ils mettent au centre de cette photo qui était vide dans l'original. Et ils vont alors présenter à l'église comme étant Jésus. Et cela fait l'objet de plusieurs spéculations de doctrines ainsi de suite, disant que c'est la seconde venue du Seigneur. Il nous reste 1 minute. Voilà. Donc en 1 minute, je pourrais chuter en ce mot. Je crois que mon numéro est là. Nombreux pourront me contacter. Ils pourront vous appeler. On pourra leur dire aussi à ceux qui n'ont pas pu noter. Merci beaucoup. Donc, je vais acheter ici en ces mots. Donc, jusqu'à nos jours, bon nombre de disciples de Branham sont tentés d'établir exactement une relation entre la chasse de Branham et le nuage photographié. Mais cela pose des sérieux problèmes. Peine perdue. Peine perdue. Impossible. Complètement perdue. Le prophète était à des kilomètres de là. Quand on emmène l'affaire Houston, c'est complètement faux. Il a été à Houston. Voilà. Donc, il s'accroche en quelque sorte à quelques bribes de déclarations que je dirais être fallacieuses de Branham, en vue de concevoir des doctrines dramatiques et pernicieuses. Donc, ce nuage est pris comme test de base de la foi branhamiste. C'est le test de base. Mais, laissez-moi vous dire, mon cher frère, oui, pour chuter, avec tout l'amour du ciel, si votre foi est basée sur les citations de Branham qui sont en désaccord avec les faits, car Branham n'était pas témoin oculaire de la formation de ce nuage, comme vous le savez, vous et moi. Mais William Branham a quand même fait de ce nuage la confirmation du message. Et il est dit lui-même dans la pierre angulaire. Dans ses lever du soleil, paragraphe 15, il dit, et voilà une identification parfaite encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Vous voyez? Alors, si la confirmation est définie d'abord comme étant ce qui rend une chose plus assurée et plus certaine, c'est un fait ou des écrits ou encore des propos tendant à établir avec plus de certitude la réalité de quelque chose. Maintenant, si le message de William Branham a comme confirmation, la confirmation ou la base de la foi des branhamistes,
c'est ce nuage-là qui est douteux, alors mes chers amis branhamistes, laissez-moi vous dire avec le mot le plus simple possible que même votre départ pour le ciel, comme vous pensez, est une affaire douteuse. C'est-à-dire toute votre foi est basée sur le doute, parce que ce nuage, sa présence dans le message de Branham est une fraude, ça nous le savons, et on n'a pas besoin de le démontrer, et la fraude c'est une action de tromper, d'abuser autrui en contrevenant au règlement, ou d'employer une ruse pour mystifier. Et vous le savez très bien que l'évangile des apôtres, comme dit 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Et la présence de ce nuage, vous voyez, le premier nuage qui est là, il est vide au centre, il n'a pas de visage, ça c'est l'original, mais quand les branhamistes ont retouché le même nuage, ils ont placé un visage. Des yeux de Jésus dedans, avec une barbe sombre, tout bien ça. Nuancé, là, tout ça. Et pour certains, c'est la seconde venue de Jésus qui serait venue avec juste une tête, sans le corps. Et beaucoup d'autres doctrines sont nées autour de ces choses. En tout cas, docteur, vous nous avez déjà assassinés, ça ne sert plus. Vous savez que quand quelqu'un est déjà mort, est-ce que ça... fin? Il y en a encore. Juste un seul mot. On vous accorde. Donc en conclusion, je pourrais dire que ce nuage provient de l'effondrement d'une tour de Babel moderne. La fusée, comme vous le savez, c'est un engin conçu pour transporter la connaissance de l'homme dans le ciel. Et le fondement d'une tour de Babel moderne ne peut pas constituer le fondement d'une foi. Et si vous faites de ce nuage le fondement de votre foi, alors ce n'est pas étonnant qu'il y ait suffisamment de confusion, puisque la tour de Babel, c'est la confusion. Et lorsque la tour est détruite, les hommes prennent chacune une direction et une autre. Regardez seulement les messages de Branham, regardez ceux qui sont scènes dans le tabernacle, regardez et vous verrez que chacun de vous prend sa direction. Ça veut dire la confusion a été sémée, la tour de Babel a été renversée. La confusion a été sémée, et la tour de Babel renversée. Mais homéostasie, la spiritualité des profondeurs, David Gomez et Rudel Goma se demandent, depuis quand un mensonge peut-il confirmer la vérité? Depuis quand? Jusqu'à ce que les charismatiques, prophètes, docteurs, pasteurs du message du temps de la fin viennent ici comme le ministre indépendant pour démontrer le contraire, que ce nuage-là n'avait pas été formé par la destruction d'une fusée, mais par les anges. Nous retenons que la pierre angulaire du message du temps de la fin, c'est le mensonge. Et comme c'est le mensonge, donc c'est Satan. Et homéostasie, la spiritualité des profondeurs, préfère prendre la fuite parce que Satan n'a jamais donné la vie. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Au revoir et à la prochaine. Quelqu'un nous rappelle la pensée du jour. William Marion Branham, au fait, n'était qu'un faussaire. Au revoir. Merci beaucoup. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que les